Montréal est complètement vélo. Montréal est fou vélo. Mais comment on a fait en 40 ans pour passer d'une ville où c'était dangereux de circuler à vélo à la ville numéro 1 en Amérique du Nord en matière de vélo? C'est cette question que j'ai posée à mon invité cette semaine. Mon Lord est l'auteur du nouveau livre paru très récemment, Petite histoire du vélo à Montréal. Mon nom est Xavier Robidoux et bienvenue aux Électrons libres. C'est fou parce que pour les gens qui sont ici, Simon Lord, l'auteur de La petite histoire du vélo à Montréal. C'est rare que je commence un épisode de cette manière-là dans la discussion, mais je pense qu'on va le commencer de même dans la discussion. Sinon, on est parti sur une discussion sur le vélo, sur une lancée, puis on est bien parti, donc on va rester là-dessus. Mais petite histoire du vélo à Montréal. Un livre que je recommande fortement, j'ai adoré. J'ai adoré parce que là, c'est de l'histoire, c'est des anecdotes. Ça parle de mon Québec que j'aime, dans lequel j'ai grandi partiellement, dans lequel tu as grandi aussi. Au début, tu dis quelque chose comme tout jeune qui se respecte, on s'est finalement tourné vers le vandalisme, dernier refuge des ennuyés. Des phrases comme ça que c'est comme des clins d'œil au Québec de mon enfance. Tu sais, parce que moi, j'ai grandi... Là, Internet était comme, au début, pas encore arrivé. Internet est arrivé. T'as quel âge, excuse? Ben, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans, fait que, mais tu sais, j'ai pas grandi avec l'ordinateur. Moi, j'ai eu un ordinateur à 14 ans. OK, à peu près la même affaire pour moi, 12-14 ans. Fait que, tu comprends, tu sais. Mais toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 37. 37, OK, bon. Ben, moi, j'ai été plus un late dans la technologie, mais peut-être plus 12 ans, non? Je pense que c'est 12 ans que j'ai eu un ordinateur, tu sais, un cellulaire à 16 ans. Mais tu sais, avant ça, je veux dire, ma mère et mon père disaient, prends ton bicycle puis va... C'était exactement ça, hein. C'est la jeunesse des années 80-90, un peu comme E.T., là, tu sais. C'est ça. Ce qui représente un peu ces années-là où en banlieue, t'avais le vélo, puis c'était pas mal ça, là, pour t'amuser, là, tu sais. Les sports, quand t'étais capable de réunir. Mais tu sais, le vélo, tu peux y aller tout seul. Si tu voulais jouer au basketball ou au baseball, tu réunisses deux équipes au complet. Ben oui. Pas toujours évident. C'est ça. Fait que jouer tout seul en banlieue, tu sais, moi, j'ai grandi une partie à Montréal, une partie à Laval, tu sais, en banlieue. Ouais, OK. Fait que, tu sais, je connais cette vibe-là, puis toi aussi, t'étais banlieue campagne? Ouais, moi, c'était plus campagne. Aujourd'hui, c'est rendu banlieue, mais c'était la première ville comme à l'extérieur de la ceinture de banlieue. Fait que Saint-Mathieu, à l'époque, c'était de la campagne, là, sur la rue principale, là. En fait, ça s'appelait même le chemin principal à l'époque. Il y en avait juste un, c'était le chemin principal, puis t'arrivais au coin, puis là, t'avais deux montées, puis des rangs, puis tout ça. Fait que c'était pas mal campagne, là, à l'époque. OK. Le podcast des Électrons libres est présenté par Marie-Rose Café. Marie-Rose Café, c'est votre torréfacteur préféré. C'est le mien, en tout cas. Moi, j'adore son café. Si vous voulez en savoir plus sur Marie-Rose Café, commandez du café. Marie-Rose Café sur Facebook. N'hésitez pas à appeler Alain aussi. Et son site web s'en vient pour commander en ligne. Donc, pensez café, Marie-Rose Café. Et ça devait me faire penser à Prévost, parce que mes parents ils ont acheté un chalet quand on était jeunes à 7 ans à Prévost. Puis back in the days, c'était campagne. Ouais. Fait que ça devait être un peu cette vibe-là. Ah ouais, ça doit ressembler, ouais. OK. Ben, c'est ça, tu sais, c'est rempli de, justement, d'anecdotes un peu de l'enfance ou des phrases qui font écho à l'enfance, adolescence. Il y en a une autre, à la fin d'un premier été de cascade, la plupart des gars ont lâché les acrobaties après s'être fait mal à un bras, à une jambe ou à l'ego. Moi, j'ai continué malgré les bobos. c'est excellent. C'est à propos, parce que j'ai juste de me casser le pied derrière. C'est la première journée où je peux mettre un soulier normal, là. Wow! Ça fait 3 semaines, là. Ça fait 3 semaines, puis là, il est revenu. J'ai gagné de la flexibilité, là. Fait que, vois-tu, ça continue même aujourd'hui. Ça continue, mais, en tout cas, c'est quoi qui s'est arrivé, c'est ben, même affaire, là. En BMX. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que t'es un gars de BMX encore? Ah ouais, encore. Until today? Ouais. OK, c'est un vrai, là, c'est un real, ce gars-là. BMX, c'est drôle, parce que moi, dans le temps aussi, j'avais des chums qui faisaient du BMX. Moi, j'en ai jamais fait, là, mais... C'était pas mal ça, un peu partout, là, Bart Simpson, là, tu sais, avec des planches, là, ouais. sur des bûches, là, puis sauter par-dessus des poubelles. Ah oui, on s'arrangeait avec les moyens du bord, comme on dit. Pas à peu près. Après ça, c'est drôle, parce que, tu sais, à Laval, nous, on était dans le côté banlieue, pas pauvre, mais pas non plus riche. Mais tu sais, quand tu côtoyais, t'allais plus dans le côté riche, mettons, tu voyais du monde qui achetait de quoi de fancy au Calzam Tire, tu sais, un
un vrai jump, tu sais, fait pour ça. Ouais. Puis ça marchait pas, cette affaire-là en plastique, c'est de la merde. Je sais que si tu parles en plus, j'avais des amis qui l'avaient acheté une espèce de truc en plastique moulé, là. C'est ça. Ah oui, je sais exactement à quelle rampe tu parles, mais non, c'est ça, ça marchait pas. Ça glissait à terre. Ça glissait à terre. Puis la rampe a glissé. C'est ça. Vraiment mal fait, là. Tu partais, finalement, tu te bêchais, c'était plus dangereux qu'autre chose. T'étais mieux de prendre, admettons, tu sais, les roues de char de mon père de Spare, mettons, qui avaient les pneus d'hiver dessus. T'es empilais, puis là, tu te mettais une planche de bois. Comme ça, t'es sûr qu'ils bougeaient pas. C'est des pneus de char. Exact. C'est drôle parce que c'est le fun qu'on se parle aujourd'hui, puis c'est vraiment tellement à mon enfance. Partout au Québec, là, je pense qu'il y a eu ça. Dans toutes les banlieues, dans toutes les petites villes, c'était un peu pareil. À Montréal, c'est peut-être un peu différent, là, dans grande ville, mais en banlieue, c'était pas mal ça. Je pense que le vélo, c'était pas mal un des trucs pour avec lesquels tu peux t'amuser, tu sais, une des Ben oui. C'est un des trucs qui était le plus facile à faire, tu sais, si t'avais rien à faire, comme on avait tout rien à faire. Jusqu'à temps que l'ordinateur sorte puis qu'il y ait la PlayStation puis tout ça. Là. Puis à l'époque, c'était différent. Là, parce que moi, en campagne, j'étais pas comme dans le coin où tu parlais à Prévost, c'était plus de la forêt. Là. Moi, dans mon coin, c'était plus coin vraiment rural puis beaucoup d'agriculture. Puis à l'époque, les champs, ils maximisaient pas tant que ça la production. Fait qu'autour de tous les champs, t'avais des trails de 4 roues. Puis tu pouvais aller, c'était comme des pistes cyclables primitives, là, tu sais, où tu pouvais partir de ton village, puis sans passer par les chemins principaux où les voitures roulaient à 80-90. Puis les rangs, ben tu pouvais passer par les trails de 4 roues puis te rendre au village qui était autour, tu sais. Fait que c'était vraiment cool. Puis tu peux aller explorer comme ça, puis partir explorer dans le bois, puis faire des cabanes dans les arbres. Fait que c'était comme vraiment... C'est un peu ce que tu vois dans les films aujourd'hui de cette époque-là. Là, c'était vraiment comme ça. C'était cool. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, par exemple. Ils maximisent les champs jusqu'au bout, tu sais, jusqu'au bout des champs. Fait qu'aujourd'hui, tout ça, ça a tout disparu. Ouais, c'est vrai. C'est drôle. Tough, ça me fait penser au Pierrefonds à mon père. Mon père a grandi à Pierrefonds. Ah, OK, ouais. Fait que Pierrefonds, à l'époque, là, ça n'a rien à voir du Pierrefonds d'aujourd'hui. Puis c'est que là, j'étais allé au funérailles de mon oncle il y a quelques mois. Puis c'était à Pierrefonds, où il a grandi mon oncle, le frère de mon père. Puis il contait des histoires au funérailles parce que c'était 4 gars à peu près de la même âge. Non, c'était 3 gars de la même âge avec une sœur, ma tante. Puis ils contaient des histoires, ces gars, parce que mon père et ses frères étaient crackpot un peu, là, dans le sens que c'était les fous du village. C'était les gars qui faisaient toutes les aventures pas possibles à Bessic, justement. Tu sais, tous les trucs pas possibles, des histoires, des anecdotes folles. Tu sais, je suis comme, voir qu'ils ont pensé à ça. Oui, ils l'ont fait, tu sais. Mais c'était justement ça, c'était les cabanes dans les arbres, c'était tout, tu sais, il y avait de la place pour faire ça. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le genre d'affaires qui se fait pas vraiment. Non. La municipalité aime plus ça. Là. La police est appelée, il appelle la police. Tu peux plus vraiment faire ce que tu faisais à l'époque. Non. Aussi facilement. Puis t'as pas autant de liberté aussi jeune que t'en avais à l'époque. T'sais. À l'époque, à partir de 12 ans, moi, j'étais comme... Je partais toute la journée, puis je disparaissais, puis c'était normal. Il y avait pas de cellulaire. Anyway, mes parents ne pouvaient pas vraiment tracker où j'étais. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils ont pas autant de liberté à un aussi jeune âge. C'est vraiment plus tard que ça quand ils sont laissés libres, à se promener. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, je sais pas. La réflexion, est-ce que c'est mieux aujourd'hui? Est-ce que c'était mieux à l'époque? Je sais pas trop comment dire, mais je pense que c'est ça. C'est différent que ça, c'est sûr. Donc, c'est ça. Pour revenir au livre, Petite histoire du vélo, ben, ça parle justement de ton expérience à vélo un peu dans l'avant-propos, mais après ça, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Comment ça a commencé à Montréal avant l'auto? Ça, c'est super intéressant parce que je ne savais pas. Ben, en fait, je m'en doutais, mais tu sais, je savais pas que c'était aussi clair que le vélo a commencé avant l'existence de l'auto. Ouais. À Montréal, it was a thing. Est-ce que tu peux m'en parler plus de comment c'était à l'époque? OK, où commencer? Il y a tellement d'affaires à dire. Peut-être juste la petite chronologie de comment c'est arrivé à Montréal quand ça a commencé. 1868, on a le premier vélo qui arrive au Québec. Ben, le premier vélo qui est fabriqué au Québec, en fait, sur des plans venus de France. Qu'Édouard Gingras va essayer à Québec, dans la ville de Québec, sur ce qui est aujourd'hui la terrasse du frein, qui appelait la plateforme à l'époque. Fait qu'en octobre, le premier vélo, on essaye le premier vélo qui a jamais été vu au Québec, un vélocipède, donc c'est une espèce de vélo avec les pédales qui sont attachées à la roue en avant. Donc c'est un peu le premier modèle de vélo qui existe. Puis là, avec l'hiver, ben là, le vélo va arriver à Montréal durant l'hiver, donc en février 1869. Puis c'est là qu'on va avoir le premier vélo qui va arriver à Montréal, puis ça va être la folie cette année-là. Tout le monde va, c'est la nouvelle machine dont on entend parler. C'est déjà la folie en Europe, un peu aux États-Unis. Fait que les gens à travers les journaux entendent parler du vélo.
Puis là, quand le premier vélo arrive, ben, c'est la folie. Tout le monde veut essayer. Ben, tout le monde. Je dis tout le monde parce qu'à l'époque, le vélo est très dispendieux. Fait que c'est surtout les élites qui font du vélo, la bourgeoisie, tu sais. Mais parmi tous ceux qui lisent les journaux puis qui se tiennent à l'affût de qu'est-ce qui se passe dans le monde, c'est la folie complète. Tout le monde veut essayer le vélo. Il y a des écoles qui rouvrent. Il y a des pistes de course qui rouvrent à Montréal, pistes de course extérieures et intérieures, évidemment. Fait que c'est ça. Fait que le vélo, ça devient fou. Puis on en fait beaucoup à l'intérieur parce que les routes sont vraiment pas en bon état à l'époque. C'est des routes qui sont en terre battue la plupart du temps. Puis les vélos, ben c'est pas la technologie d'aujourd'hui. Il n'y a pas de pneumatiques gonflables. C'est des vélos qui ont des roues qui sont fabriqués un peu sur la technologie des carrosses, donc en fer, avec des roues en bois très lourdes, avec des pneus ferrés. Finalement, la roue est ferrée. Fait que c'est vraiment pas confortable d'aller rouler ça dans la roche, dans la terre. Fait que les vélos sont surtout utilisés à l'intérieur, tu sais, dans des espèces de grands bâtiments militaires, un peu comme il y avait le drill shed qui est en avant du champ de Mars. Donc, on fait beaucoup de vélos là. C'est un bâtiment qui avait été fait pour faire des exercices militaires, puis qui est prêté un peu à une école de vélocipède où on montre comment faire du vélo. Puis on fait des mascarades à vélo. Donc, les gens peuvent payer pour aller participer à la mascarade, donc se déguiser puis aller faire une grande soirée de mascarade, ou peuvent même aller payer pour aller juste assister à ça, qui est un grand spectacle incroyable. Et là, il y a des gens, des centaines de personnes qui vont voir ça. Puis c'est une grosse affaire. Fait que pendant une couple d'années, c'est un peu ça qui se passe. Là, après cette première année-là de folie, ça meurt. Les gens se réalisent que, ouais, finalement, c'est pas encore, le vélo est pas encore assez mature pour être utilisé comme forme de transport, comme forme de sport. Le vélo va continuer, mais au sein d'une petite communauté un peu plus serrée de passionnés de vélo, vraiment. Puis on va développer le vélo qui est, en anglais, qui appelle le penny farthing, en français, qui va être le grand bi. Fait que le vélo avec la très grande roue en avant, la petite roue en arrière. Puis, dans le fond, c'est juste comme un vélocipède dont on a grandi la roue en avant pour pouvoir aller plus vite. Comme il n'y a pas encore de système de transmission à l'époque, à chaîne, mais si on veut aller plus vite, on a juste une manière de le faire, puis c'est d'agrandir la roue en avant pour que chaque tour de pédale, on parcourt une plus grande distance. Fait que là, il y a ces grands vélos-là qui vont arriver. Mais le problème avec ces vélos-là, c'est hyper dangereux. Je sais pas si tu en as déjà vu en vraie vie, là, mais quand tu es assis là-dessus, tu es assis à peu près à la hauteur d'un cheval. Puis c'est un vélo sur lequel tu es assis vraiment sur le top de la roue. Qui peut avoir comme 5 pieds de haut. Et ce qui fait que quand tu roules dehors dans la rue, si tu frappes une branche, ou un trou, ou une bosse, ou une roche, t'es immédiatement catapulté par-dessus les poignets. Fait que puis tu prends ce qu'ils appelle en anglais un header. Fait que tu tombes sur la tête, puis tu peux te casser le crâne, casser des membres, des clavicules, tout ça. Fait que c'est vraiment dangereux. Fait que ça devient un sport vraiment d'un petit groupe de passionnés qui sont des hommes, qui sont jeunes, qui sont un peu casse-cou, évidemment, parce que c'est quand même dangereux de pratiquer ce sport-là. Fait que ça devient un truc vraiment pour une petite communauté. Ça pouvait vraiment être dangereux, ce vélo-là. En effet, comme le dit Simon, un vélo avec une grande roue en avant, vous avez à peu près la hauteur d'un cheval. La hauteur d'un cheval, là, c'est un minimum mon épaule. Moi, je suis 5 pieds 10, donc vous pouvez imaginer comment c'est haut. La personne, c'est la hauteur de la roue. Fait qu'imaginez à quelle hauteur devait être la personne pour rouler ce vélo-là. À l'époque, il n'y avait pas non plus de système de chaîne, donc c'est une transmission directe à la roue, comme on dit. Il n'y a même pas de système de courroie, pas de chaîne, rien de ça. Donc c'était vraiment dangereux comme type de vélo. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous encourage de regarder à votre écran à l'instant parce que vous allez voir une image apparaître de c'était quoi un grand bi. Puis, dès que le système de chaîne arrive sur le marché, il est adopté de manière unanime simplement parce que c'était devenu la solution la plus simple, la plus fiable et surtout la plus sécuritaire pour se promener en vélo. Puis c'est devenu une option par défaut. Puis ça dure pendant les années 70 et 80, jusqu'à temps qu'on invente deux trucs hyper importants, qui est le pneumatique gonflable, qui va permettre au vélo d'être plus confortable, puis même d'être plus rapide. Puis qu'on invente aussi la transmission à chaîne, qui va permettre d'avoir d'aller chercher plus de révolution par coup de pédale. T'sais. C'est ça. Puis là, c'est à ce moment-là que le vélo, on appelle ce vélo-là le vélo de sécurité, qui est finalement le vélo en cadre en diamant qu'on reconnaît aujourd'hui. Les vélos dans les années 1890, tu regardes ces vélos-là, puis c'est des vélos qui ont un air très moderne. C'est des vélos qui ressemblent un peu aux vélos d'aujourd'hui parce que c'est un peu de là qu'est né les vélos qu'on a aujourd'hui. Fait que là, ça permet de démocratiser le vélo puis d'élargir la pratique du vélo à toute une population qui en aurait pas fait avant parce que c'était trop dangereux, parce que c'était pas confortable. Fait que les femmes commencent à faire du vélo, les plus jeunes, les plus vieux font du vélo. Fait que ça agrandit énormément aussi le marché du vélo. Évidemment, il y a beaucoup de compagnies qui se forment parce que là, il y a une demande qui explose, fait que ça prend plus de compagnies. Fait qu'autant en France qu'en Grande-Bretagne,
qu'aux États-Unis. À Montréal, il y a eu moins d'industrie là, de vélo. Là. Il y en a un peu plus en Ontario, mais un peu partout, l'industrie explose. Puis on fabrique un paquet de vélos. Puis c'est là vraiment qu'il y a c'est quasiment l'âge d'or du vélo à Montréal, je dirais, parce que c'est là que tout le monde en parle. Ça devient un truc où tout le monde devient intéressé au vélo. Tout le monde en parle. On en parle tous les jours dans les journaux. On parle des courses qui s'en viennent. On parle des événements qu'il va y avoir. On reçoit un championnat mondial du vélo. Fait que c'est vraiment une époque assez incroyable, cette époque-là des années 1890. Il y a un boom du vélo vraiment comme on n'a jamais eu peut-être à aucune autre époque. C'est vraiment une époque vraiment spéciale. Quand ça part, comme on dit. Puis, ça a pris vraiment du temps avant que l'auto arrive, dans le sens que le vélo est arrivé, il s'est relativement bien installé. C'était the new thing in town, en ville, c'était le truc. Puis j'ai vu aussi que le vélo, c'était quelque chose de profondément canadien-français à l'époque. C'était francophone. Plus tard, les anglophones l'ont pris, mais c'était un truc très... Il y a une identité attachée au vélo. Moi, c'est ça que je... Mais ça a beaucoup évolué à travers les années, parce que quand le vélo est arrivé, c'est arrivé à travers la vélocipédomanie, qui est la folie du vélo qu'il y avait en France à l'époque, en 1868-69. Fait que ça, c'est arrivé. D'ailleurs, le premier vélo est construit sur des plans venus de Paris, venus de France. Fait que toute cette première vague-là, la première vague en 1869, c'est très, très francophone dans les journaux, on le voit. C'est les francophones qui parlent plus de vélo que les anglophones. Puis après ça, dans la deuxième vague, qui est la bicycle craze des années 1890, c'est un peu plus anglais parce qu'à ce moment-là, l'Angleterre l'industrie en Angleterre a explosé parce qu'en France, il y a eu la guerre avec l'Allemagne en 1870 qui a comme tué un peu la folie du vélo là-bas. Puis c'est un peu la ville de Coventry en Grande-Bretagne qui a repris qui a repris témoin puis qui a commencé à se développer. Puis c'est un peu de là qui est sorti la deuxième folie du vélo dans les années 90. Fait qu'à ce moment-là, c'était francophone aussi, mais c'était beaucoup anglophone. C'est beaucoup les anglophones, puis l'élite qui avait beaucoup d'argent, évidemment, à cette époque-là, qui pouvaient se permettre de faire du vélo, puis qui en faisaient beaucoup. Puis par la suite, avec les vagues d'immigration, par exemple, italienne, ben là, il y a toutes les Marioni de ce monde qui sont nés ici, puis tout ça. Fait que le vélo, à travers les années, a vraiment reflété la composition identitaire du Québec. Puis on le voit avec les années 20, 30, 40, 50. Il y a eu de plus en plus, après ça, les années 70, il y a eu de plus en plus de magasins de vélos francophones qui sont apparus. On le voit quand on regarde les annuaires annuels au fil des années. On voit que le nombre de boutiques, à un moment donné, francophones explose, puis devient même la majorité des boutiques de vélos. Fait qu'il y a vraiment tout ce tissu-là de la communauté cycliste qui représente un peu la société qu'on a à Montréal, puis au Québec plus généralement. Fait que c'est vraiment intéressant de voir cette évolution-là à travers les années qui reflète l'évolution de l'identité québécoise, montréalaise. Ben oui, 100%. Là, écoute, pour ne pas les nommer, là, Kilico, Garneau, Laferté, Marinoni, devant ici aujourd'hui, on en a plein, là, des exemples de Québécois, comment c'est Québec le vélo, c'est très, 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 très québécois, là. C'est profondément québécois. Je pense que, ton livre le présente bien à travers l'histoire, mais tu le sais comme moi, je pense que ça aurait pu faire presque le double ton livre parce qu'il y a tellement d'histoires liées au vélo au Québec, là, c'est incroyable. Puis à Montréal, c'est insane. Là. Il y en aurait eu beaucoup à dire, ouais. Ça aurait été possible d'écrire le double. C'est ça. C'est sur le plan, on parle du vélo comme moyen utilitaire, mais sur le plan de la performance sportive aussi, c'est incroyable. C'est ça. C'est juste pour auditeurs, auditrices, j'en rajoute par rapport à ça parce que je viens un peu de ce monde-là, plus du monde de la performance vélo, puis sur la scène internationale, le Québec is the place en Amérique du Nord. Là. Je veux dire, il y a des gens ne le savent pas, mais il y a des équipes de l'Australie qui viennent faire nos courses locales ici. Là. Pour te dire à quel point le niveau est ici. Il y a des équipes internationales, des champions d'Amérique du Sud l'année passée qui sont venus faire un stage à Bromont de cyclisme. De tous les champions nationaux en cyclisme sur route. De route, là, même pas. De route. Ils ont le vélodrome, là. C'est ça. Vraiment, là, ouais. Mais de route. Ils sont venus faire un stage à Bromont avec nos coachs ici. Tu sais, pour te dire à quel point le niveau, là, au Québec, c'est incroyable. Tu sais, le Grand Prix cycliste, Québec, Montréal, c'est la seule course de niveau UCI Pro Tour, World Tour en Amérique du Nord. C'est la seule. Les gens d'Europe, ils viennent ici pour 2 jours. Ils repartent. That's all depuis des années.
c'est la seule fois par année qu'ils viennent en Amérique du Nord. C'est incroyable. Tu sais, juste pour te dire comment le Québec, c'est cycliste au niveau performance, c'est une longue histoire. Ça fait longtemps qu'on est dans la performance. Ça fait longtemps qu'on est reconnu pour ça. It's a thing. Ben, en tout cas, on récolte, là, je pense, là, cette année avec le championnat mondiaux qui vont revenir, avec le plus grand événement qui va avoir ici depuis les Olympiques. Je pense que ça va être quelque chose de vraiment incroyable à voir là, en septembre. Je pense que la ville va... Ça n'a pas encore, on dirait, filtré tant que ça dans les journaux. Je sais pas trop, tu sais. Tu suis ça un peu, je trouve que dans les journaux, ouais, on n'en parle pas assez. Tant que ça à la hauteur de l'événement là, que ça va être. Là, je sais pas. Non, vraiment pas assez. Vraiment pas assez parce que c'est incroyable le niveau de cyclisme qu'on va avoir ici à Montréal. Ouais. À ce niveau-là, je pense que bon, je suis biaisé clairement parce que c'est mon sport à moi. On est biaisé, mais c'est Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogacar, Wout van Aert, tu sais, les noms qui vont figurer, Remco Evenepoel, les noms qui vont figurer là, c'est des légendes, c'est des monstres, c'est du monde qui écrivent l'histoire en ce moment sur comment on fait du bike professionnel. Avoir ce niveau-là ici qui se réunit pour se battre pour le titre de champion mondial, c'est un véritable honneur. On devrait être tous fiers, Québécoises et Québécois, ici, de recevoir ça, parce que c'est notre legs à nous. Ça nous appartient, il faut qu'on se l'approprie, le vélo. Peut-être qu'avec la mairesse, s'il était moins réticente à parler de vélo, peut-être. Mais là, j'ai vu récemment qu'elle a présenté les maillots, donc c'est un... Ouais, d'avancée. Ouais, c'est ça, c'était cool à voir, là, parce que la dernière fois qu'elle a fait la présentation elle avait présenté l'événement, elle avait pas mentionné vélo, c'est les championnats UCI de route, mais tu disais les championnats de route de quoi? De course de char? Du NASCAR? On sait pas trop si la F1. Ouais, c'est ça, exactement. Mais là, c'est cool. Tu sais, je pense que peut-être que la température a changé à l'hôtel de ville, je sais pas. Mais peut-être elle-même, elle réalise aussi que Montréal est vélo. Montréal est vélo. Tu sais, je veux dire, on sort dehors au printemps, on a un magnifique café éclair à Montréal, mais juste devant nous, et il y a une station Bixi. C'est pas compliqué, il y a une station Bixi juste devant nous. Donc, je veux dire, Montréal est vélo, on respire vélo, puis tu le racontes bien dans ton livre comment c'est fait. J'ai envie de revenir sur d'autres moments forts de ton livre parce qu'il y en a plein. Le vélo sur la glace. Parle-moi-en, parce que ça, c'était une découverte. Fait qu'on pense que le vélo d'hiver, parce que le vélo d'hiver, c'est beaucoup développé, right? Ça a explosé depuis une couple d'années grâce aux pistes cyclables, un paquet de trucs. Puis on pense, en tout cas, on aura peut-être tendance à penser, je pense au sein de la population générale, que c'est comme quelque chose de vraiment nouveau, puis peut-être même encore excentrique, peut-être même pour certains, tu sais. Puis non, au contraire, le vélo d'hiver, le vélo arrive à Montréal en 1869. Puis déjà, le premier hiver qu'on a à Montréal, on veut tout de suite adapter le vélo à l'hiver. En 1870, on crée le vélocipède à patins, ou en anglais, il l'appelle le Ice Velocity, quelque chose comme ça. Ouais. Fait qu'on développe ce vélo-là qui est un vélocipède. Donc, la roue arrière est remplacée par des patins. Puis la roue en avant est adaptée. Donc, on crée une roue pour l'hiver. Fait qu'une roue avec des pics, des petites pointes, une roue à clous. Puis on va se promener sur les bassins où les gens font du patin. Fait que déjà, dès la première année, on veut adapter le vélo à notre réalité hivernale à Montréal, ce qui est assez incroyable. Ça m'a surpris moi-même de tomber là-dessus parce que je pensais moi-même, j'en fais depuis quasiment toujours du vélo d'hiver, mais je pensais que c'était encore quelque chose de récent, quelque chose moi aussi qui datait des dernières années. Puis non, c'est quelque chose qui nous intéresse depuis les premières années du vélo à Montréal. Puis après ça, ce vélo d'hiver-là, on dure pas très longtemps parce que les routes sont pas déblayées. Avec les patins, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment utiliser sur la route. Puis l'expérience avait déjà été testée en Allemagne, puis les gens qui faisaient du patin aimaient pas que les vélos viennent se promener parce que ça détruisait la surface de la glace. Fait que c'est peut-être la même chose qui s'est passée à Montréal où il y avait des conflits entre les utilisateurs, puis comme il y avait peu de vélos encore, le vélo a comme perdu la bataille, puis perdu sa place sur la patinoire. C'est un vélo qui était pas encore tout à fait utilisable sur la neige. Fait que ça a pris plusieurs années avec que le vélo prenne sa place. Mais déjà, au début du 20e siècle, quand on commence à développer un vélo qui peut être utilisé comme outil de travail, avec les pneus gonflables, avec des vélos qui sont un peu plus solides, qui sont capables de transporter du cargo, des vélos cargo, mais là, déjà là, le vélo commence à être utilisé à Montréal comme outil de travail durant l'hiver. Puis ça cause déjà des conflits avec les automobilistes. Tu sais, dans les premières années, il y a déjà à l'époque. C'est ça, déjà à l'époque. Fait que, tu sais, le vélo d'hiver, on pense que c'est quelque chose qui est récent, mais déjà dans les années 20, 30, on en faisait dans les années 1870, on avait déjà
envie d'adapter notre vélo à notre réalité hivernale. Fait que c'est quelque chose qu'on a depuis tant d'années, tu sais. Fait que on trouve que c'est bizarre un peu d'adapter le vélo à l'hiver, mais dans le fond, non. On a commencé de même. C'est ça. Puis c'est drôle parce qu'au début, moi, ça me fait toujours rire quand les gens, surtout après avoir écrit le livre, mais quand les gens disent que, tu sais, le vélo, c'est pas adapté à l'hiver, comme si l'auto, c'était naturel que l'auto était adaptée à l'hiver, tu sais. La seule raison qu'on est capable de sortir nos vélos puis même nos pick-up l'hiver, là, c'est parce qu'on a des millions, puis des millions, puis des millions, puis des millions à déblayer la ville, puis à prendre toute la neige qu'on a en ville, puis aller domper ça dans des carrières. Là. Sinon, les autos, il y a pas rien qui sortirait l'hiver, là, on marcherait, là, tu sais. Ouais. Puis c'est un peu ça qui est arrivé avec le vélo aujourd'hui, c'est un peu le même parallèle. C'est seulement parce qu'on déblaye les pistes cyclables qu'on est capable de faire du vélo d'hiver. Fait que c'est la même affaire. Tu sais, si on déblaye les pistes cyclables puis qu'on les entretient bien, ben les gens vont être capables de faire du vélo d'hiver. Mais c'est pareil dans le fond que pour les autos. Tu sais, si on déblayait pas les rues, il n'y a pas personne qui ferait de l'auto. Qui se promène en auto l'hiver. Tu sais. Fait que c'est un peu le même parallèle. Puis ça m'a vraiment surpris parce que je m'étais comme pas posé la question. Bizarrement, tu sais, c'est un peu l'état normal des choses, là, un peu car tu sais, quand t'as grandi là-dedans. Puis j'ai été surpris de découvrir que dans les premières années, on prenait l'auto puis on rangeait ça dans des garages. Tu sais, il y avait des annonces dans les journaux qui disaient emmagasinage d'automobile, venez vous serrer votre voiture dans le garage pour l'hiver. Tu sais. Puis ça m'a vraiment surpris de trouver ça. Puis en même temps, en même temps, quand tu découvres, tu dis ouais, dans le fond, ça a du sens. Tu sais. Ouais. On sortirait pas notre auto dans 3 pieds de neige si c'était pas déneigé. Hey, en passant, si t'aimes ce que t'entends, si t'aimes ce que tu vois, t'aimes le contenu qu'on fait, tu peux t'abonner, mais tu peux faire encore mieux. Tu peux commenter aussi. Tu peux nous dire qu'est-ce que t'aimes dans le podcast des électrons libres, ce que t'aimerais voir au podcast des électrons libres, des invités, des sujets explorés. Bref, commente, ça nous aide à produire du contenu aussi pertinent et le fun à écouter. Une observation que je fais, puis je l'ai remarqué parce que c'est frappant. À l'époque, le vélo est vu comme un autre type de véhicule à comparer de l'auto. C'est-à-dire qu'on a perdu ça, tu sais, avec la vision plus enfantin. Tu t'en parles un peu de la vision plus que le vélo c'est fait pour les enfants. Tu sais, c'est pas un truc d'adulte. Mais à l'époque, le vélo c'est un véhicule comparativement au tramway, à l'automobile. Tu sais, on mettait ça au même statut comme on est en train de ramener ça aujourd'hui. Ouais. Ben, c'est parce que ce qui est arrivé, c'est qu'au début, dans les années 1890, il y avait beaucoup l'élite, la bourgeoisie qui était intéressée au vélo, puis c'était le véhicule de la modernité. Puis c'était effectivement vu comme un véhicule. En fait, c'était le seul véhicule autonome vraiment que tu avais. Là, tu voulais sortir de chez vous pour aller à quelque part de tes propres moyens. Tu pouvais soit marcher ou prendre le tramway ou peut-être que tu avais une calèche si tu étais hyper riche. Ouais, c'est ça. Mais pour la plupart des gens, tu n'avais pas un cheval avec ton étable, même au centre-ville, ça n'avait pas de sens. Fait que le vélo, c'est le premier véhicule qui te permet vraiment de te promener à Montréal de manière autonome. Puis il y a des gens qui utilisent ça pour aller et revenir de leur travail à partir des banlieues. Tu sais, le vélo aide même à développer les banlieues dans les premières années à Montréal. C'est vrai, ça. Ça, c'est René, ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment un véhicule. Puis ce qui arrive, c'est que quand l'auto arrive, mais toutes les gens, toute cette bourgeoisie-là qui est intéressée au vélo, tourne le dos au vélo, puis tout le monde devient intéressé à la voiture. Puis là, à un moment où toute l'élite est rendue en voiture, ben là, le vélo qui continue de se promener puis qui a été adapté par la classe moyenne, là, le vélo représente un obstacle au milieu de la rue qu'on veut tasser de là, tu sais, parce que ça bloque les rues, tu sais. Puis c'est un peu à partir de ce moment-là que la classe bourgeoise va délégitimiser le vélo comme utilisateur de la rue, puis essayer et réussir à marginaliser le vélo de sorte à ce que le vélo ait plus vraiment sa place. T'sais, on transforme ça en un jouet pour enfants. On dit que le vélo, c'est juste quelque chose pour les enfants. Il y a une espèce de stigma attaché même au vélo où un adulte à partir des années 30, 40, 50, tu veux plus vraiment en tant qu'adulte être vu sur un vélo, c'est perçu comme une affaire pour enfants, c'est perçu comme quelque chose qui t'associe aux classes plus basses. C'est vrai. Fait que tu vas acheter une voiture parce que c'est ça qui va augmenter ton statut aux yeux des autres. Fait que c'est un peu ça qui se passe, puis c'est pour ça que le vélo perd un peu son statut de véhicule à partir de ces années-là, puis va revenir seulement après les années 70, avec la révolution culturelle où on va redonner un certain cachet au vélo. Mais jusqu'à ces années-là, c'est des années quand même assez difficiles pour le vélo à Montréal, puis d'ailleurs partout ailleurs en Amérique du Nord. Ouais, mais c'est des années aussi, tu parlais des années 50 dans le livre, puis je sais que t'as pas dessiné le parallèle de manière claire, mais si on regarde l'histoire du Québec avec les années du Plessis, etc. Ouais, tout à fait. C'est des années sombres, pas juste pour le vélo. Je pense qu'en termes
politique, au niveau culturel, tout le Québec en entier a souffert de ces années-là. Tu sais, on parle des pensionnats aussi, tu sais, avec les Autochtones, etc. Tu sais. C'est pas le Québec que je chéris aujourd'hui nécessairement. Non, c'est pas les années où on a eu les meilleures idées. Non, on n'a pas eu les meilleures idées pendant ces années-là. Plein de différents. Ouais. C'est ça. Et parlons-en des années 50, parce que les années 50, ça souligne une période charnière au Québec. En effet, on appelle les années 50 aussi dans nos livres d'histoire la Grande Noirceur. C'est une période où on est au Québec marqué par un grand conservatisme religieux. On appelle aussi ces années-là les années Duplessis, du premier ministre Maurice Duplessis. C'est aussi les années de pensionnat. C'est les années qu'on désire parfois oublier au Québec, tellement on naviguait dans une dérive idéologique sur plusieurs pans politiques et sociétales. Donc, ça explique aussi en partie pourquoi nos infrastructures publiques ont été bâties autour d'automobiles durant cette période. En effet, le vélo était considéré comme un jouet pour enfants et ça explique en partie le retard en termes d'infrastructures cyclables au Québec. Ces années-là, on pensait juste au char, puis le vélo, c'était pour les kids. Tu vois que c'est un ensemble de trucs, hein? C'est un melting pot à cette époque-là d'idées de l'après-guerre qui sont... tu te dis, OK, ouais, c'était pas le Québec à son meilleur. Non, effectivement. Donc, on est content quand on voit on parle des années 60, quand on voit que ça change. Là, on change notre regard sur les choses puis sur le monde. Là. Il y a vraiment beaucoup de choses qui changent là, dans cette époque-là aussi. C'est évidemment l'urbanisme de Montréal qui change beaucoup. Là, après les années 40, 50, il y a aussi on devient plus riche, puis là, tout le monde s'achète des autos. Ouais. Puis à mesure qu'on achète des autos, on réalise que le tissu urbain de la ville est comme pas adapté à l'auto parce qu'il est pas adapté. On avait conçu la ville à l'époque pour des gens qui étaient à pied, pour des tramways. Fait que tout était compact. C'est la ville de 15 minutes. C'est un peu ça qu'on avait jusque-là à Montréal. Puis là, on réalise qu'avec les autos, on peut aller plus loin, plus vite. Fait que là, les gens veulent aller habiter plus loin, évidemment. Fait que là, pour rentrer en ville, il faut créer des autoroutes pour tout ça. En ville, on réalise que ça prend du stationnement, que ça prend des artères plus larges. Fait que là, on élargit des rues, mais pour ça, il faut détruire des bâtiments. On crée des autoroutes, mais pour ça, il faut aplatir les quartiers au complet. Ouais, t'en parles beaucoup. Fait que, tu sais, le quartier de la Petite-Bourgogne, on veut passer l'autoroute Ville-Marie. À un moment donné, on décide qu'on veut même passer une autoroute d'est en ouest qui passe à travers le Vieux-Montréal, puis on considère sérieusement l'idée d'aplatir le Vieux-Montréal pour passer une autoroute. C'est vraiment incroyable là, ce qui se passe dans ces années-là. Tu sais, tout le quartier qui est le quartier du Faubourg Ramlas, qui est le quartier à Londres, du pont Jean-Cartier, dans le fond, partout où il y avait la tour de Radio-Canada. Ouais. Ben ça, c'est un quartier où il y a des milliers de personnes, où on jette à la rue tous ces gens-là pour écraser tout ce quartier-là, pour construire une tour, puis des stationnements. Puis tu sais, aujourd'hui, cette tour-là, on est en train de... on garde la tour, mais tout ce qui est autour, où il y avait le quartier, on est en train de tout raser ça pour ramener un quartier. Ouais. Fait que là, on a comme bouclé la boucle, mais tu sais, dans les 50 ans, c'est ça, à coups de millions, mais tu sais, dans les 50 années qui ont passé à travers ça, on a jeté des gens à la rue, puis on a créé un environnement qui était super hostile pour les vélos, puis qui a nuit beaucoup là, tu sais, au développement du vélo pendant ces années-là. On a changé complètement le tissu urbain. Tu sais, avant les années 50, il y avait quand même beaucoup d'autos, mais moins le tissu urbain était adapté à la pratique du vélo. Tu sais, tout était proche, tu pouvais te déplacer à vélo, à pied, c'était quand même plus simple. Mais avec l'avenue des autoroutes, avec Ville-Marie, avec Décarie, la métropolitaine, puis tout ça, on change vraiment le tissu urbain de Montréal. Puis évidemment, c'est un coup dur pour le vélo parce que là, toutes les routes deviennent des routes où il y a un flux automobile incroyable. Ça devient super dangereux, ce qui nuit évidemment à la pratique du vélo à Montréal. Fait que avec les années 70, on a commencé à avoir une réflexion sur toutes ces questions-là, tu sais. Mais ça a pris vraiment du temps à mûrir, puis à ce qu'il y ait vraiment des changements sur le terrain, là, des changements dans le béton, tu sais. Vraiment qu'on change vraiment la route elle-même. Puis dans le béton, c'est le cas de dire. Dans le béton, oui, c'est ça. Parce que les idées semblaient être figées dans le béton, justement, par rapport au vélo. Puis l'auto, on pensait qu'on avait réglé ce sujet-là. OK, l'auto, c'est pour les kids. Pas l'auto. L'auto, c'est pour les adultes. Le vélo, c'est pour les kids. Et finalement, la révolution tranquille nous a sauvés. Mais tu sais, tu peux comprendre au début pourquoi le monde trouvait que c'était génial, parce que la première année que tu construis une autoroute, c'est fantastique, ça va bien, c'est fluide. Mais tu sais, à l'intérieur d'une couple d'années, disons, ça se passe le mot, tous les gens vont vivre en banlieue, plus de gens s'achètent une automobile, puis
Puis là, à l'intérieur d'un an ou deux, c'est à l'intérieur, je pense, d'une année qu'ils ont construit métropolitaine, que c'était déjà jammé, qu'il y avait déjà des bouchons de circulation. Fait que tu sais, au début, tu dis, OK, ouais, c'est une bonne idée, wow, c'est fantastique, on va en construire d'autres. Puis là, en quelques années, tout ça, ça redevient tout bouchonné, tu sais. Déjà, dès les années 30, à Montréal, on commence à réfléchir à déplacer le marché Bon Secours. Parce que tout le secteur est rendu complètement bouchonné, puis on envoie ça vers le marché central. Mais là, aujourd'hui, tout ce secteur-là est aujourd'hui congestionné. Tu sais, ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que ça soit congestionné. Fait que je pense qu'on a, après toutes ces expériences-là, on a réalisé, ouais, finalement, peut-être que ça marche pas aussi bien qu'on avait imaginé au début, tu sais. Non. Les premières années, tu comprends pourquoi, mais après ça, avec le recul, là, c'est plus facile. Avec le recul, on réfléchit un peu plus là, à ce qu'on a fait. Puis c'est drôle parce que tu soulignes un autre point dans ton livre, c'est que c'est qui? C'est-tu Amir Kadir qui a dit ça? Je pense dans ton livre, tu cites Amir, je pense Kadir qui dit à l'époque, en 1880, jusqu'aux années 1890, on n'avait rien à envier des villes comme Stockholm, Dublin, Paris, tu sais, même en termes d'urbanisme, parce qu'on était un des meilleurs exemples à Montréal d'une ville faite pour les gens. Exact. À la hauteur d'humain. À la hauteur humaine. À échelle humaine, en fait. Ça a changé. Ben, à l'époque, toutes les villes étaient construites comme ça. Avant l'automobile, toutes les villes étaient construites de manière compacte parce que tu n'avais pas 10 millions de manières de te promener, là. Non. Tu y allais à pied ou à vélo ou en tramway. Fait que t'avais pas vraiment le choix de concevoir les villes sur une trame qui était assez compacte puis où tu pouvais aller au point d'intérêt, aller à l'épicerie, à la pharmacie, aller dans les centres d'emploi. T'avais pas vraiment le choix d'avoir une trame urbaine qui était compacte. Mais là, avec l'arrivée de la voiture, ça a changé des choses un peu partout dans le monde. Tu sais, les idées qu'ils ont eues aux États-Unis, ça s'est migré au Canada facilement, mais en Europe, c'est la même chose. Le périphérique à Paris, je veux dire, c'est des exemples dans toutes les villes. Là, tu sais, toutes les villes ont été transformées par l'automobile, puis pas toujours pour le mieux sur le point de vue de la qualité de vie, en tout cas. Non, c'est ça. Venons-en à l'automobile parce que je pense que l'entrevue pourrait durer 4 heures, là, mais il y a tellement de choses. T'as parlé beaucoup de choses dans ton livre, puis c'est tout fait de manière chronologique. Donc, les gens à la maison, si vous voulez comme suivre l'histoire de manière chronologique, ben c'est facile. Procurez-vous le livre, puis lisez-le. Mais tu parles de plein de choses. Par rapport à l'automobile, il y a un petit clin d'œil à Communauto et à comment ça s'appelle? Claire Morissette. Claire Morissette, exactement. Claire Morissette, j'ai adoré ton histoire. Comment tu racontes Claire Morissette, tu racontes aussi Robert Silverman, qui sont des personnages, des icônes en fait du vélo dans les années 70, quelque chose ish, qui sont méconnus. Claire Morissette, elle a une rue à son nom, me semble, à Montréal. Oui, là, je sais plus lequel. C'est-tu l'axe nord-sud ou l'axe est-ouest? J'ai comme un blanc, mais oui, c'est comme un des deux axes majeurs, puis Robert Silverman a eu l'autre. C'est ça. Récemment, l'année dernière, je pense. Ben, il y a 2 rues à Montréal qui sont au nom de ces 2 icônes du vélo. On va parler chacun de chaque personne parce que ça vaut la peine. Commençons par Claire Morissette. C'est qui Claire Morissette? Fait que Claire Morissette s'implique dans le monde de la bicyclette. Puis c'est elle qui gère le monde de la bicyclette et cet organisme, pour ceux qui le connaissent pas, qui sont cet organisme-là, qui est un organisme militant pour le vélo à Montréal, né dans les années 70, qui demande plus de pistes cyclables, plus de place pour le vélo à Montréal, plus de stationnement, bref, qui fait toutes les revendications pour le vélo. Puis on a un journal, à l'époque, qui est distribué à quelque chose comme 10 000 copies. Là, je me rappelle plus le chiffre exact là, que j'ai dans mais à peu près 10 000 copies. Donc, c'est vraiment un journal imprimé. C'est incroyable. À l'époque, aujourd'hui, c'est comme dur à imaginer. Aujourd'hui, on a un vrai journal qui est envoyé. Il y a de la pub là-dedans. C'est incroyable. Puis qui est publié pendant plusieurs années. Puis c'est elle qui gère, qui a gagné ce journal-là, l'écrit à l'intérieur. Puis c'est elle qui j'imagine, fait le pont entre les gens qui vont rédiger dans ce journal-là. Puis elle s'implique aussi sur le terrain, donc à faire des manifs, puis tout ça. C'est un groupe qui va faire des manifestations, des grands die-in. Donc, il va aller se coucher en plein milieu des intersections pour dire que la voiture a trop de place, la voiture tue les gens en ville, qu'il faut faire plus de place pour le vélo. C'est beaucoup relié à l'environnement aussi à cette époque-là, dans les années 70. C'est dur à imaginer pourquoi aujourd'hui, parce qu'avec les autos sont rendus beaucoup plus propres, au sens où, oui, ça crée du changement climatique, mais on voit pas nécessairement la smog, tout ça, mais à l'époque, je sais pas si tu as déjà vu des vieux chars, là, tu vois vraiment la fumée, là, qui sort, la fumée bleue puis noire. Mais imagine-toi si tout le parc automobile, c'était ça, tu sais, dans les années 60. C'était un peu ça, la vivre en ville, c'était plus vivable parce que tu sentais l'auto partout, c'était des chars comme ça partout. Fait que c'était vraiment épouvantable pour la qualité de vie.
Puis tous ces groupes-là, à cette époque, qui revendiquaient plus de place pour le vélo, c'était beaucoup relié à l'environnement. Puis le monde de la bicyclette, c'était un peu ça. Tous ces gens-là qui étaient là-dedans avaient à cœur l'environnement beaucoup. Puis c'était le cas avec Claire Morissette aussi. Puis elle a eu plusieurs combats, Claire Morissette, mais ça a été un des trucs pour lesquels on se souvient d'elle. C'est surtout la place du vélo dans le métro. Fait qu'à l'époque, à Montréal, on n'avait pas le droit d'avoir de vélo, de transporter son vélo dans le métro. Ce qui était un peu problématique parce qu'on n'avait pas vraiment non plus le droit de traverser sur la Rive-Sud via le pont Jacques-Cartier. Il n'y avait pas vraiment de manière de traverser sur la Rive-Sud. Fait que le métro était comme une des manières pour se rendre sur la Rive-Sud, sauf qu'on n'avait pas le droit d'avoir de vélo. Puis c'est drôle parce qu'à l'époque, tu avais le droit de rentrer n'importe quoi dans le vélo. Ils ont fait plusieurs manifs là, tu sais, de ces gens-là où ils rentraient des échelles dans le métro, puis personne ne leur disait rien. Ils arrivaient avec des gros toutous gigantesques dans le métro. Ça, tu pouvais rentrer dans le métro. Ça Puis on fait plusieurs tests comme ça avec plusieurs trucs, tu sais. Puis à chaque fois, le gardien, la personne à l'entrée du métro disait rien du tout. Tu sais, les gens pouvaient passer avec n'importe quoi. Puis aussitôt qu'ils arrivaient avec un vélo, c'était comme non, on te refoulait à l'entrée, puis on appelait la police. Wow. C'était vraiment comme c'est comme vraiment de la répression contre les vélos. Il y avait vraiment quelque chose à l'époque où genre on voulait pas avoir de vélo en ville. On faisait tout pour empêcher les vélos. Puis Claire Morissette s'est battue pour faire éliminer ce règlement-là devant les tribunaux, puis ça a duré un bon moment, puis ça a été vraiment compliqué. Puis c'est grâce à elle, elle a fini par gagner cette bataille-là de permettre les vélos dans le métro. Pourtant, ailleurs dans le monde, à New York, je pense, à San Francisco, à d'autres endroits aux États-Unis, les vélos étaient permis. Okay. Puis ce qu'on disait aujourd'hui, ici, c'est que les vélos allaient briser le métro, que ça allait salir les gens autour. Je sais pas trop quel truc. Fait au début, le vélo était permis avec un permis, donc il fallait que tu aies un permis pour avoir ton vélo dans le métro, quelque chose comme ça. Puis après ça, le permis a été aboli, puis là, tu peux juste rentrer ton vélo dans le métro, tu sais. Claire Morissette et Robert Silverman. Sans eux, on n'aurait pas le Montréal d'aujourd'hui par rapport au vélo. C'est clair, net et précis. Ils ont été des figures marquantes du vélo dans le dernier siècle et on les remercie grandement. Parce que prendre ces clics et ces claques, aller dans la rue, protester, aller en prison, tout ça, ça demande énormément d'implication. Tu gagnes pas une scène pour ça, puis ton but, c'est pas de travailler pour des changements de maintenant, c'est surtout pour les changements de demain. Quand tu seras mort, à quoi ça va ressembler Montréal? Bref, des sources d'inspiration pour vous et moi certainement. C'est à penser, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer notre monde aujourd'hui pour que ça ait un impact demain, dans 10 ans, dans 20 ans et dans 50 ans. Je vous laisse sur cette question. Fait que c'est grâce à elle qu'on a cette forme d'intermodalité-là qui est super utile parce que imagine-toi, tu vas au bout de la ville, puis là, tu as un flat ou quoi que ce soit, ça devient vraiment compliqué de revenir chez vous, tu sais, où il y a de la pluie ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment pratique d'avoir cette possibilité-là de rentrer avec ton vélo dans le métro. Puis c'est grâce à elle qu'on lui doit ça. Évidemment, on lui doit plein d'autres trucs à Claire Morissette, là. C'est elle qui a fondé Communauto, Cyclo Nord-Sud, qui envoie des vélos dans les pays en développement. Fait qu'elle a fait tellement de trucs fabuleux pour Montréal. Mais c'est un peu ça l'histoire un peu de Claire Morissette. Puis Robert Silverman, ben lui, c'est ça, a cofondé le Monde à bicyclette, qui a fait beaucoup pour le vélo, puis il a fait plein de manifs. C'est un gars qui avait une librairie communiste, c'est un gars qui est allé à Cuba, qui a serré la main de Che Guevara. C'est un personnage incroyable. Il était allé vivre à un moment donné en Israël sur une kibbutz. Ah ouais, ok. Puis il y avait une femme qui était, je pense, danoise ou d'Amsterdam, je sais plus. Un pays où il y avait beaucoup de vélos, puis sa femme, il a comme introduit au vélo, un peu, d'une certaine manière. Puis quand il est revenu à Montréal, il était converti. C'est ça, il a été comme converti. Puis c'est un peu ça, son origin story, là. Puis quand il est revenu ici, ben là, il a dit, OK, on va transformer la ville. Puis là, il s'est lancé à essayer de transformer la ville pour avoir plus de stationnement, pour avoir plus de place, pour avoir des pistes cyclables. Se sont battus pendant des années. Se sont battus pour la piste cyclable sur Jacques-Cartier. Justement, à l'époque, il y avait un trottoir sur Jacques-Cartier. Mais les cyclistes étaient bannis de ce trottoir-là. Tu peux traverser à pied, mais pas avec ton vélo. Puis il s'est battu pour que les cyclistes puissent aller sur cette piste-là. À un moment donné, le trottoir est littéralement tombé. Il est littéralement tombé tellement c'était mal entretenu parce qu'on l'entretenait, on mettait l'argent pour la portion automobile du pont, mais on n'entretenait pas le trottoir. À un moment donné, le trottoir s'est détaché. Là, une partie de comme 10 pieds par toute la largeur est complètement tombée du pont. Puis ils ont fait une manif où ils sont allés bloquer le pont avec un groupe militant de la Rive-Sud où chacun est parti. Le monde à bicyclette est parti de Montréal. Le groupe de la Rive-Sud est parti de la Rive-Sud puis se sont rejoints au milieu où ils ont bloqué le pont. Puis ont réussi à forcer le Conseil des ports, à ce moment-là, qui gérait le pont. Ont réussi à forcer cet organisme-là
à investir l'argent qui était nécessaire pour réparer le pont. Puis il y avait des réparations qui étaient nécessaires tout le long du trottoir, puis à permettre aux cyclistes de traverser. Sinon, il y avait aucun autre lien. Tu sais, à l'époque, tu ne pouvais pas encore traverser par... Avec un kayak. Ouais, c'est ça, c'était pas mal ça, c'est ça, c'était ça. C'était pas mal ça. En fait, c'est drôle parce qu'à un moment donné, le monde à bicyclette a fait exactement ça. Il n'y avait pas moyen de traverser. Fait qu'ils ont invité les journalistes, ils ont dit, ben, on va faire une manif pour avoir accès à, tu sais, pour avoir une traversée, un endroit où on peut traverser le chaînon manquant, qui est ce petit pont-là, pour traverser au bout du circuit Gilles Villeneuve aujourd'hui. Il y a un petit pont qui permet de traverser vers les Écluses, vers Saint-Lambert. À ce moment-là, il n'y en avait pas, puis le monde à bicyclette a fait plusieurs manifs puis représentations auprès des élus pour avoir ça. À un moment donné, ils sont allés sur le bord de l'eau avec un kayak, avec un canot, puis ils ont embarqué les vélos dans le canot, puis ils se sont dit, ah, mais là, on est obligé de traverser le fleuve en canot, tu sais, puis à un moment donné, ils ont fait une espèce de manifestation théâtrale où ils sont déguisés en Moïse. Tu sais, je pense que c'est Robert Silverman qui s'est déguisé en Moïse, où ils ont essayé de séparer les eaux pour que les cyclistes puissent traverser vers Montréal. Fait qu'ils ont fait un paquet de manifestations théâtrales comme ça, qui a eu un écho énorme à l'époque. On en parlait dans les journaux, on parlait d'eux dans les journaux régulièrement. Là, à chaque quelques semaines, il y avait quelque chose, une manifestation qui était faite un peu de ce nature-là. C'était vraiment toujours théâtral. C'était toujours drôle. Fait que ça avait toujours la faveur du public et des journalistes. Fait qu'ils ont fait plusieurs manifs comme ça, puis ça a permis vraiment de changer la perception du vélo à Montréal, puis de faire accepter le vélo comme une forme de moyen de transport. Tu sais, avec ce que Vélo Québec aussi, qui était un peu naissant à cette époque-là, a fait. Mais fait que c'est un peu ça. Tu parlais un peu de Claire Morissette et de Robert Silverman, là, ces deux personnages incroyables, là, mais c'est un peu ça le résumé. Là. Les deux ont fait de la prison. Si j'ai... Claire Morissette, est-tu allé en prison? Je pense que oui. Il me semble que je pense que oui, mais Robert Silverman aussi, c'est ça qui a été envoyé parce qu'il avait peinturé une piste cyclable. La ville voulait pas faire de piste cyclable. Fait qu'ils ont dit, ben, on va régler le problème, on va aller en peinturer une nous-mêmes. Puis là, la police est arrivée en plein milieu, qui était en train de peinturer, puis il avait la main littéralement dans le galon. Là, ils ont dit, tu sais, la police, à ce moment-là, leur ont dit, t'as le choix de payer une amende de 50$ ou d'aller en prison, tu sais. Mais Robert Silverman est un gars, un stratège. Ouais, pour le show, là. Exactement, c'est ça. Parce qu'il a bien compris que ça allait attirer la faveur du public, où ça n'a pas de sens qu'on envoie quelqu'un en prison parce qu'ils veulent avoir des pistes cyclables, parce qu'ils veulent pas se faire écraser par des chars. La chaussée. Non, c'est ça. Fait qu'il a décidé d'aller en prison, puis il est allé en prison où il est devenu ami avec les gardiens, où il s'est fait chum avec les autres gens qui étaient en prison, tu sais, qui étaient comme, ça n'a pas de bon sens qu'ils soient en prison pour ça, tout ça. Fait qu'il s'est fait ami avec toute la gang qui était là-bas. Puis s'est attiré la faveur un peu de tout le monde, le gars, charismatique, tu sais. Puis, fait qu'il était allé en prison, puis les journaux ont parlé de ça. Puis ça a eu l'effet escompté où, tu sais, pas longtemps après, il y a eu une piste cyclable qui a été construite à Montréal. Fait que tout ce que ces gens-là ont fait avancer énormément la cause du vélo à Montréal pendant ces années-là. Là, on oublie ça un peu aujourd'hui, mais il y a eu toute une histoire dans les années 70 pour faire changer la perception du public. Là, ça a été un effort colossal là, qui a été déployé. Vraiment, c'est un effort colossal. Puis tu sais, c'est deux légendes. Là. Moi, je mets ça dans le livre des légendes parce que je pense beaucoup à Claire, parce que à Claire, années 70, femme, vélo, one of a kind, tu sais, dans le sens qu'on ça prenait un caractère, un certain caractère là, pour dire, OK, je suis une femme dans les années 70, je prends ça à bras le corps, puis je vais, tu sais, Puis après une couple d'années, c'était pas mal elle qui dirigeait, je dirais, au début, c'était beaucoup Robert Silverman. Puis après ça, c'est Claire Morissette, apparemment, qui était plus impliquée en C'était comme vraiment elle qui était la dirigeante un peu de ce groupe-là. Puis tu sais, on parle de ces deux-là, mais il y a eu plein d'autres mondes là, dans le nom dont on se souvient moins. Il y a eu Jacques Desjardins aussi qui est encore au manif là d'ailleurs. Je sais pas si tu vois au masque éthique tout ça, mais c'est un gars qui est encore il est encore engagé. Il a fait de la course lui à un moment donné dans les années 60. Fait que lui Alex, c'est tout un personnage, mais tu sais il y a un paquet de monde comme ça dont on ne parle plus puis qui ont contribué vraiment énormément. Tu sais quand on dit que leur journal du monde à bicyclette était distribué à plus de 10 000 personnes. Tu sais, ça te donne une idée de la communauté qu'il y avait qui était intéressée dans ces îles-là. Fait qu'il y a un paquet d'autres mondes qui sont impliqués dans le monde de la bicyclette puis dans d'autres groupes, dans Vélo Québec, dans toutes sortes d'autres groupes puis qui ont contribué à faire avancer les affaires. Fait qu'il y avait un paquet de monde à l'époque, là, toute une communauté de vélo à Montréal. J'aime ça parce que le vélo, en même temps, c'est drôle parce que le combat pour le vélo, c'est encore aujourd'hui, by the way, c'est encore très lié à d'autres enjeux sociaux. Qui sont pas nécessairement du vélo. C'est-à-dire, mettons, le droit des femmes, le féminisme aujourd'hui, je le vois, la communauté LGBTQ, of course, ça je le vois aussi.
tout ce qui est lié aux causes sociales, la pauvreté, l'accès à l'éducation, c'est très lié à ça. On voit à Cycle Nord-Sud où qui mélange le vélo puis l'insertion sociale. On est là-dedans aussi, les communautés plus immigrantes. Il y a tout le temps eu le vélo, ça a tout le temps été associé, on dirait, surtout au niveau des années 60, avec un axe très social. Ouais. C'est très social qu'on veut faire avancer les causes sociales. Ouais. Effectivement, ben c'est ça, comme l'environnement, tu sais, dans les années 70, c'était beaucoup l'environnement, comme tu dis, il y a eu beaucoup la place des femmes. C'est même encore aujourd'hui, il y a plus d'hommes que de femmes qui font du vélo. Tu sais, les hommes sont comme surreprésentés parce que les hommes ont tendance à plus prendre de risques, mais non seulement ça, mais aussi parce qu'on conçoit pas notre réseau cyclable de manière à ce que les femmes puissent facilement. Tu sais, c'est encore les femmes beaucoup là qui vont dans la famille, qui prennent beaucoup de place, qui vont chercher les enfants à garderie, qui font l'épicerie, puis tout ça. Ouais. Puis nos pistes cyclables sont pas encore conçus pour permettre d'avoir accès à tous ces endroits-là. Tu sais, des fois, des grandes rues commerciales à Montréal comme ailleurs n'ont pas nécessairement de... Tu sais, là, on est proche de Saint-Laurent. Il y a pas de piste cyclable sur Saint-Laurent. Il y a beaucoup de commerces sur Saint-Laurent. Tu sais, c'est un lieu d'emploi au centre-ville. Ben, c'est la même affaire. Fait que, tu sais, souvent, les femmes qui ont besoin de faire plus ce qu'on appelle en anglais du trip chaining. Tu sais, tu vas chercher les enfants. Après ça, tu vas chercher des petits trucs à l'épicerie. Tu vas faire d'autres trucs. Mais là, ça devient plus compliqué parce qu'il y a plein de ces rues commerciales-là où, mettons, il y aurait une garderie, plein de rues commerciales où il y aurait une épicerie, où il n'y a pas encore de pistes cyclables. Fait que ça fait que beaucoup des besoins des femmes qui sont moins bien desservies par notre réseau cyclable. Fait que ça, c'est une des raisons. Le fait que les hommes ont plus tendance à prendre de risques, plus tendance à aller sur les rues où il n'y a pas de pistes cyclables. Les femmes ont moins tendance à le faire. Fait que ça fait que les femmes sont encore moins représentées. Fait que tu as tout à fait raison quand tu dis que c'est lié à plusieurs causes sociales. Simon, là, il nous parle de trip chaining. C'est quoi que ça mange en hiver? En fait, le trip chaining, comme Simon en parle, c'est l'effet de, sur son trajet, créer plusieurs mini-trajets avec des arrêts multiples, remplissant des objectifs différents, tout simplement. Par contre, dans la réalité des choses et sur le plancher des vaches, la plupart des gens qui font du trip chaining dans notre société, ce sont les femmes. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est elles qui prennent la plus grande part de responsabilité au niveau des enfants. Aller chercher les enfants à la garderie, aller au travail, aller faire l'épicerie, et j'en passe. C'est quelque chose qui est en train de changer avec le temps, parce que, on l'espère, les conjoints, l'autre personne, le partenaire qui est dans le couple prend de plus en plus de responsabilités, mais ça reste une réalité qui existe au Québec et dans d'autres pays dans le monde. Les femmes font beaucoup plus de trip chaining que les hommes et il faut adapter notre réseau cyclable à cette réalité parce que si c'est pas les femmes qui le font, ça va être d'autres personnes qui vont le faire. Mais bref, il y a beaucoup de monde qui font du trip chaining dans leur quotidien. Ouais. C'est une cause sociale que moi, j'en parle pas beaucoup, mais qui me trotte de plus en plus dans la tête, c'est l'accès au vélo dans les quartiers défavorisés de Montréal. Ouais. Et l'accès aux pistes cyclables dans les quartiers défavorisés où il y a plus de population migrante. Moi, je le vois comme un game changer pour les femmes, notamment dans ces quartiers-là, mais aussi pour les gens, de dire, OK, comment on fait pour insérer plus ces communautés migrantes dans la société québécoise? Ouais. L'accès au vélo, l'accès aux pistes cyclables. T'sais, les pistes cyclables, c'est pas juste pour le plateau. Faut que ça soit aussi dans l'est de Montréal, justement, dans l'ouest de Montréal, où on voit qu'il y a plus des communautés immigrantes qui sont là. Ouais, dans le nord, mais partout, on voit partout autour des quartiers centraux, c'est difficile. Dans la ville de Saint-Laurent, c'est difficile. C'est ça. Tu sais, au-delà de Verdun, il y a des beaux trucs à Verdun, mais tu sais, même au-delà de ça, ça devient difficile. Ouais, ça s'arrête. Fait que, tu sais, comme tu dis, dans l'est, c'est la même chose. Fait que, il y a encore besoin d'en avoir partout. Tu sais, les jeunes aussi, c'est la même affaire. Les jeunes votent pas, fait qu'on a tendance à les oublier, mais les jeunes ont besoin de se déplacer. Eux aussi, ils veulent aller à leurs activités. Puis souvent, c'est encore les parents qui vont faire un peu le taxi, puis d'avoir des pistes cyclables. Ça permet aux jeunes d'avoir plus d'autonomie, de se développer plus rapidement. Tu sais, les jeunes les plus heureux dans le monde, c'est aux Pays-Bas, selon les sondages. Parce que les jeunes, dès leur plus jeune âge, peuvent se rendre vraiment facilement voir leurs amis, peuvent se rendre à l'école, en vélo, peuvent aller à leurs activités sportives, activités sociales, culturelles, peuvent tout faire ça de leur propre moyen. Fait que ça développe l'autonomie beaucoup plus jeune. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est important pour ça d'avoir des pistes cyclables. Moi, c'est quelque chose qui m'est resté vraiment personnellement. Parce que quand j'étais jeune, j'habitais à la campagne, puis il y avait pas de piste cyclable, évidemment, pour aller jusqu'à l'école. Il y avait 1 kilomètre, j'étais sur la rue principale, l'école était sur la rue principale. Il y avait 1 kilomètre qui séparait ces deux destinations-là. En théorie, ça aurait dû être simple de se rendre. Ouais. Je pouvais pas me rendre parce que l'école interdisait les jeunes de se rendre à l'école à vélo.
parce que c'était super dangereux. C'était une route qui était même 70. À un moment donné, ça a été réduit à 50 km/h. OK. Fait que l'école interdisait aux jeunes d'aller à vélo. Ouais. Fait que j'ai jamais pu aller à mon école primaire à vélo. Puis à chaque printemps, tu sais, le printemps revenait, puis j'étais à la campagne, t'entendais les oiseaux, les arbres. J'avais pas le goût d'embarquer dans un autobus, là. J'avais le vélo, j'avais le goût d'y aller en vélo, de pouvoir aller rejoindre un de mes amis, puis on y aille avec les amis, se rendre à l'école, tu sais. J'ai jamais pu faire ça, puis c'est comme une frustration qui est toujours un peu restée, je pense, qui fait que j'ai gardé un peu un intérêt pour le vélo. Fait que j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres jeunes pour qui c'est la même affaire aussi, là. Tu vois les jeunes qui se font tout le temps charrier dans le VUS assis en arrière, là. Tu sais, t'es assis, puis t'as des fenêtres, puis la seule affaire qu'ils voient, c'est des fenêtres teintées, puis tu regardes des bouts de ciel, puis des bouts de pôle de téléphone qui passent, c'est pas le fun. Quand tu y penses aujourd'hui, tu te dis ça n'a aucun de bon sens. Tu sais, ça... Aujourd'hui, tu sais, moi, j'ai grandi aussi dans cette génération-là, je me faisais trimballer en char, mais aujourd'hui, je trouve ça n'a aucun sens. C'est dans le sens que quand je vois des enfants sur la piste cyclable en vélo, sur leur propre vélo, avec leurs parents en vélo, je suis comme, wow, comme, continuez comme ça, genre, s'il vous plaît. C'est le fun parce qu'à Montréal, avec les pistes cyclables, je vois des jeunes à des endroits où je les aurais jamais vus, là. Je sais plus c'est quand, il y a quelques semaines, j'étais en vélo au centre-ville, puis il y avait des familles au centre-ville en vélo, j'étais comme... Ouais. Tu sais, c'est quelque chose qu'on a, au début 2000, là, oublie ça, il n'y a pas de pistes cyclables au centre-ville, tu n'aurais jamais vu, tu voyais même pas du monde adulte au centre-ville parce que c'était juste trop dangereux. Ouais. Puis là, tu vois des familles qui sont capables de partir des quartiers centraux pour aller, mettons, voir des festivals au centre-ville. Voir des shows. C'est parce que les pistes cyclables ont été sécurisées, parce que les attitudes culturelles des automobilistes ont quand même changé un peu depuis les années 70. Fait que ça contribue. On n'est pas encore, je pense qu'on n'est pas encore atteint la destination. On n'est pas encore arrivé, mais je pense que vraiment, il y a quelque chose qui a changé, puis c'est vraiment cool pour les jeunes, puis pour tout le monde, là, mais pour les jeunes surtout. On va parler de la relation auto-vélo. Je pense que ça fait longtemps qu'on... On tourne autour du pot, là. On tourne autour du pot, mais ça fait longtemps que ça existe, que ça va pas nécessairement, que ça va pas nécessairement bien, ça fait pas bon ménage parfois. Justement, on parlait de Carl Morissette, justement, qui était une cycliste avérée, une grande, elle défendait beaucoup le cyclisme, mais curieusement, c'est elle qui a fondé Communauto. Fait que là, c'est là que j'ai vu, ok, c'est vrai que c'est pas nécessairement deux solitudes qui se parlent pas. La personne qui défendait, qui a fait de la prison pour le vélo, a décidé de fonder aussi Communauto, puis elle a écrit un livre sur le vélo. Fait que tu sais, c'est pas blanc ou noir. On voit que ça peut être bien fait d'une manière intelligente, les deux. Mais historiquement, il y a un rapport qui a été fait, je pense que c'est dans les années 80, qui dit ceci, tu me corrigeras pour l'année, mais on disait chez les conducteurs amateurs, les facteurs culturels qui favorisent l'apparition de situations de conflit et en conséquence d'accidents découlent du principe suivant. La préséance de la motorisation dans l'organisation de la mobilité fait en sorte que l'automobiliste peut se croire le roi et maître de la route. Ça, c'était-tu un rapport gouvernemental ou lié à ça? Écoute, si je m'en rappelle bien, c'est un rapport de la SAQ. C'est ça, SAQ, oui. Puis, la SAQ, ouais. Puis c'est ça, là, je me rappelle plus tous les détails de ce rapport-là, mais essentiellement, on le relie beaucoup à l'époque où, effectivement, l'automobiliste peut se croire roi parce qu'on a tout conçu, dans le fond, nos routes pour l'automobilisme, le stationnement, c'est pour l'automobilisme, le timing des lumières, c'est pour l'automobilisme. Tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la rue, en termes de panneaux, là, tout ça, ça a tout été créé pour les autos. Là, avant l'automobile, on n'avait pas besoin d'arrêt, on n'avait pas besoin de feu de circulation, on n'avait pas besoin de limite de vitesse, on n'avait pas besoin de restrictions de stationnement, on n'avait pas besoin de rien. Là. Tout ça, ça existe juste pour gérer l'automobile. Là. Fait que, en conséquence de ça, l'automobiliste croit implicitement que tout cet endroit, tout cet espace-là lui est dédié à lui, ce qui crée des conflits parce qu'après ça, tu arrives à l'arrière d'un cycliste, puis là, tu dis, ben là, t'es dans ma place, là, t'es sur mon territoire, puis ça crée des conflits naturellement qu'on voit que ça continue aujourd'hui. Tu sais, puis au début, c'était pas vraiment ça. Tu sais, le vélo a vraiment sa légitimité sur la route, puis c'est vraiment avec les années 20, 30, là, quand l'auto explose. C'est un peu à partir de ce moment-là que les mentalités changent. Puis cet état des choses-là continue, je dirais même, dans une certaine mesure aujourd'hui. Encore un peu la vision majoritaire, tu sais, ça change là, tranquillement pas vite. Mais on n'est pas encore rendu dans un endroit où, comme dans les Pays-Bas, où quand tu as un automobiliste en arrière, les gens vont attendre plus patiemment que tu passes. Ça, c'est sûrement déjà arrivé. Là, moi, ça arrive pas. Il n'y a pas une semaine où je me fais pas klaxonner là, quand je prends ma place dans la rue. Là. Si tu roules assertively, je sais pas comment dire en français, mais quand tu prends ta place, mettons quand
t'es dans une zone avec conviction, ouais. Puis tu prends Assumer. la voie. Ouais, c'est ça. Quand tu assumes un peu ton espace, puis tu roules pas dans une zone en portiérage, puis là, ça donne que tu bloques un automobiliste, là. Ouais. Tu sens que ça crée encore de la rage au volant, là, puis c'est comme vraiment pas le fun. Ouais. Ouais. Mais j'ai ma petite théorie là-dessus que je suis en train de développer. Justement, j'ai pensé en venant en vélo ici ce matin. Je pense que les gens qui habitent à Montréal et qui ont une auto, la plupart sont bien chill. Avec les vélos dans le sens qu'ils sont courtois, puis tout ça, puis tu le vois que tu te laisses passer, puis tout ça. J'ai l'impression que ce qui pourrit notre environnement à Montréal au niveau cycliste, c'est les gens qui viennent pas de Montréal, qui arrivent à Montréal, puis là, eux, c'est leur char, c'est pas fou comme théorie. C'est ma petite théorie. Ben, c'est pas fou comme théorie parce qu'effectivement, tu sais, quand tu roules en banlieue puis à Montréal, tu sens qu'il y a un changement tu sens qu'il y a un changement un peu d'attitude. C'est vrai ce que tu dis où la plupart des gens en général sont courtois. Ouais. Tu sais, c'est juste que tu sais, en vélo, t'es dépassé par les autos puis tu croises tellement d'autos dans une journée que même si c'est juste 1% de gens qui sont tarés dans le fond. Ouais. C'est sûr que juste 1% de, tu sais, plusieurs centaines d'autos que tu vas croiser, c'est sûr que tu vas toujours avoir des conflits, tu sais. Mais ça se peut effectivement parce qu'il y a tellement beaucoup de gens qui viennent de la Rive-Sud à Montréal pour le travail et pour d'autres raisons que tu croises un paquet de gens qui sont moins habitués de croiser des cyclistes, qui sont peut-être pas des cyclistes eux-mêmes. Tu sais, c'est pour ça que dans les Pays-Bas, les automobilistes ont tendance à être plus polis puis courtois envers les cyclistes, c'est qu'ils savent c'est quoi. Ils savent c'est quoi déjà un vélo d'être en avant d'une auto puis d'avoir une auto qui te suit dans le derrière, juste en arrière, tu sais, puis qui est après. Fait que c'est peut-être ça à Montréal, il y a plus de gens qui font du vélo, sont plus habitués, savent c'est quoi, fait qu'on a tendance à respecter plus les vélos, tu sais. Effectivement. Peut-être, mais c'est ça, c'est une théorie. Puis un autre fois, tu dis définition du cycliste en ville, qui est pas la tienne en fait, qui tu fais juste rapporter, je pense c'est une journaliste, ouais. Un candidat au suicide qui réveille chez l'automobiliste des instincts homicidaires. Tu le vois, à cette époque-là, tu lis vraiment que c'est vraiment pas facile, là, le partage de la route, là. Puis, tu sais, j'ai pas roulé dans ces années-là, évidemment, là, mais à lire tout ce qui était écrit à cette époque-là sur je dirais, le climat sur la route, là, le climat entre les automobilistes et les cyclistes, là, ça a l'air que c'était toute une époque où c'était vraiment pas facile de circuler, tu sais, avec les voitures aussi des années 70 qui étaient encore grosses, avant le choc pétrolier, tu avais des gros chars énormes. Ça devait être vraiment difficile, là, le partage de la route. Vraiment. Non seulement à cause des attitudes, mais des voitures eux-mêmes, là, tu sais. On voit la perspective. En tout cas, justement, dans ton livre, tu ramènes ce que j'aime, c'est que tu cites beaucoup des choses de l'époque. Tu ramènes des photos aussi de l'époque. Il y a pas juste c'est pas juste écrit, il y a des images aussi de l'époque. Puis, tu prends ces parcelles-là pour nous présenter un peu c'était quoi la situation à l'époque du vélo, à Montréal. C'est super intéressant. Une chose que je ne savais pas, le Tour de l'île en 1900... La première piste cyclable, c'est en 1977. Intéressant. Mais le Tour de l'île, je me rappelle plus dans quelle année, mais à un moment donné, c'était un record Guinness. C'était-tu en 73? Dans les premières années, c'est en 85, je pense, qu'il y a le premier Tour de l'île qui est comme le premier qui est comme pas un gros succès parce que c'est dans la pluie, plusieurs facteurs. Fait que là, ils sont même pas sûrs s'ils vont le faire l'année d'après. Tu sais, là, ils ont des problèmes, des difficultés financières. Puis là, la deuxième année, c'est un gros succès massif. Je pense que c'est même dès la troisième année où c'est déjà un record mondial. Ouais, c'est peut-être la troisième année. Je pense que c'est soit la deuxième ou la troisième année, mais c'est comme dès le départ où il y a un nombre incroyable. Je sais plus encore c'est combien exactement. Des dizaines de milliers. Mais c'est des dizaines de milliers. Puis c'est comme déjà incroyable qu'il y ait cette quantité-là de gens qui se rassemblent à Montréal pour faire du vélo. Faire du bike. Puis que ce soit un record Guinness officiel. Puis pendant des années, cet état des choses-là continue, où il y a continué d'avoir des foules records qui viennent encore aujourd'hui. C'est un des rassemblements de cyclistes les plus importants au monde. Ouais. Fait que, tu sais, on a créé vraiment quelque chose d'incroyable dans ces années-là à Montréal en termes de culture cycliste. Là, il y a vraiment du monde qui ont travaillé fort. Ouais, mais en tout cas, si encore les gens à la maison, si vous lisez le livre de Simon Lord, Petite histoire du vélo à Montréal, vous allez voir que Montréal est complètement cycliste. C'est comme, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas une question de Montréal et vélo. C'est une ville vélo. C'est à part entière dans le monde. Il n'y a pas de question là-dessus. Bixi, pour les gens qui ne savent pas, ça vient de où le nom de Bixi? Bixi, ça vient, en fait, ils ont lancé un concours à l'époque pour auprès du grand public pour trouver un nom pour le Bixi. Qui est le service de vélo partage à Montréal. Qui est le service de vélo partage à Montréal. Puis il y a plusieurs
centaines, peut-être milliers de gens qui ont répondu à l'appel, puis qui ont proposé des noms pour le Bixi. Je me rappelle plus c'était quoi les autres qui étaient au top. Celui qui a gagné, c'est évidemment Bixi, qui était, je me rappelle, Bicycle Taxi, qui était une espèce de mot valise, qui était formé par un citoyen, je me rappelle plus de quel quartier même, mais qui a gagné un abonnement à vie. À vie. Je pense. Puis c'est curieux parce que j'ai fait des petites recherches sur Internet pour essayer de trouver ce gars-là, essayer de voir s'il était encore, qu'est-ce qui arrivait avec lui. Puis je l'ai pas trouvé. OK. Puis c'est un peu malheureux. Je serais curieux de savoir. Fait que s'il écoute en ce moment, ben, s'il pouvait nous écrire, je serais vraiment curieux de savoir. Il m'écrit, on va le mettre en contact. S'il utilise encore ce service-là aujourd'hui, puis qu'il a gagné, c'est ça, un abonnement à vie. Puis dans le fond, Bixi a fait une maudite bonne affaire parce que ça l'a coûté pas mal moins cher que, d'engager une firme de conseil, une firme de conseil pour obtenir un nom, là. Fait que c'est quand même cool comme histoire de nom. C'est comment on a trouvé ça. On a vraiment fait appel au public cycliste, puis à la communauté. Oui, Quoi de mieux. Je pense qu'on devrait faire plus souvent appel à la communauté. C'est drôle parce que Vélo Québec ont changé récemment leur logo. Je ferai pas de commentaires sur leur logo, mais je peux juste dire que je sais que de la communauté, il y a des gens qui auraient aimé ça participer je comprends, au design ou aux idées de concept du nouveau logo de Vélo Québec. Je pense qu'il faudrait revenir un peu à cette habitude surtout au niveau du vélo. C'est tellement une affaire de communauté, le vélo à Montréal. Je pense qu'on pourrait faire plus souvent appel à la communauté pour trouver nos noms, notre identité, etc. Écoute, on a des artistes visuels, j'en connais plusieurs, là, des artistes visuels qui sont vraiment impliqués dans la communauté vélo, qui font des affiches pour la masquetique. Il y a Pacou, il y a Amélie Tourangeau qui a fait d'ailleurs la couverture du livre de Stein Van Oosteren, qui était Pourquoi pas le vélo. C'est elle qui avait fait sa couverture, si je me rappelle bien. Je savais même pas, j'ai parlé à Stein, on a un épisode avec Stein, justement. Oui, on a un épisode complet avec Stein. Non, oui, ben écoute, je vais aller écouter ça, mais c'est Amélie qui a fait sa couverture pour son premier livre, je sais pas l'autre livre là, qui est sorti plus récemment, mais fait qu'on a un paquet d'artistes visuels à Montréal qui sont talentueux, là, des talents sans limite, puis qui auraient effectivement probablement été intéressés. Je sais pas, je n'aurais pas parlé, mais à l'avenir, effectivement, c'est un bon... Faites appel à la communauté. On a une très, très belle communauté artistique. Juste pour dire, hier, j'étais dans un 5 à 7 sur l'identité francophone, anglophone à Montréal, nos artistes, tout ça, genre, it's a thing, là. Montréal, au niveau de l'art, là, faites appel à la communauté. Il y a tellement d'artistes, j'en connais plein. Écrivez-moi si vous voulez avoir des contacts. Simon Lloyd en connaît plein aussi. Il en manque pas. Une des choses qui revient souvent dans le discours populaire aujourd'hui, à Montréal, on les a entendus du Trisac, Martineau, pour ne pas les nommer, qui nous ramène un heuristique, parce qu'un heuristique, c'est un raccourci psychologique. On pense que les pistes cyclables, ça nuit aux commerçants. C'est un heuristique qui est encore utilisé aussi par la Ville de Montréal, malheureusement. C'est une heuristique c'est un raccourci intellectuel qui semble vrai, mais que dans la réalité est complètement faux quand on regarde les statistiques. Parle-nous du rêve. C'est comment on voit le rêve et comment on devrait le penser aujourd'hui à la lumière des vraies données par rapport à ce qui se passe. Ben sur Saint-Denis, on l'a vu là où ça a été tout un psychodrame. Quand on l'a annoncé puis que ça s'en venait, les commerçants ont eu peur que leur commerce ferme à cause de ça. On pensait que les cyclistes achetaient rien. Je sais pas trop c'était quoi. Je comprends pas vraiment comment on a théorisé ça. Que d'abord ils payent pas de taxes en passant. Non, ils payent pas de taxes. Je sais pas comment on a théorisé ça, mais les gens, les commerçants avaient vraiment peur. Puis tu sais, je comprends aussi là, quand t'investis tout ton argent puis toute ta vie là-dedans, puis que là ça fonctionne. Je comprends que t'es réticent au changement, peu importe ce que ça peut être le changement. Tu sais, mais en même temps, du point de vue des gens qui devraient être un peu au-dessus de ça, puis avoir une vision d'ensemble, des gens comme des politiciens, des gens comme des experts en mobilité, on devrait être capable d'avoir une discussion plus rationnelle autour de ça. Le rêve Saint-Denis, c'est pas la première piste cyclable qu'on fait au monde, là. Non. On est en 2026, là, c'est pas la première fois qu'on construit une piste cyclable, puis on a des données probantes de partout dans le monde où on le sait, là, c'est comme plus vraiment discutable, là, rendu aujourd'hui en 2026, où on le sait que construire une piste cyclable, ça va pas nécessairement mener à un cataclysme économique sur une rue. On le sait, là, ça a été prouvé time after time after time. Après, à Vancouver, je pense, l'association des commerçants, après l'ouverture d'une piste cyclable, ont même redemandé plus de pistes cyclables parce qu'ils ont réalisé que ça amenait des commerces. Tu sais, c'est pas les autos là, qui achètent des affaires, là. C'est les gens. Les gens qui arrivent en rollerblade, qui arrivent en tapis volant, qui arrivent à pied, qui arrivent en auto, les gens achètent pareil. Tu sais, surtout à Montréal, il y a toute une densité là, de gens autour des pistes cyclables, autour des rues, qui fait que, tu sais, à moins que tu aies un commerce de destination, vraiment, où les gens de tout l'ensemble de la région métropolitaine, mais là, à ce moment-là, peut-être que
Si tu vends des tanks à eau chaude. Ouais, mettons. Mais tu sais, c'est ça. Fait que sur Saint-Denis, ça n'a pas mené un cataclysme. Au contraire, on a vu que le nombre de commerces vacants a même diminué après l'implantation de la piste cyclable. Fait que ça a été un succès retentissant. Il y a beaucoup de commerçants qui s'opposaient à la piste au début, qui finalement se sont ralliés à la cause. Ils ont dit, ouais, finalement, il y a des gens qui m'ont découvert, tu sais, en passant en avant à vélo. Ils ont dit, il y a un commerce de tel truc, un commerce de tel truc, je vais arrêter voir. Fait que ça te permet de voir, tu sais, quand tu passes en auto, là, tu passes, puis c'est un zoom, c'est un blur, tu vois rien. Tu sais, quand tu passes en vélo, tu as le temps de regarder un peu, de découvrir tes commerces du quartier ou des quartiers à côté, si t'es pas dans ton quartier. Les pistes cyclables, ils pourrissent la vie économique de nos quartiers, ils appauvrissent nos commerçants. Bref, on l'a entendu celle-là vraiment trop souvent. En fait, c'est parce que la plupart des commerçants, ils ont associé à la voiture quelqu'un qui se parque devant chez eux, c'est quelqu'un qui va rentrer dans le magasin puis il va venir dépenser. Malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, on a un meilleur indicateur si un client va rentrer ou pas dans ton magasin. Ça s'appelle l'achalandage piétonnier. Parce que plus que tu as de piétons devant ta porte, plus tu as de chances que la porte soit ouverte, puis plus tu as de chances qu'il y ait quelqu'un qui rentre puis qui dépense. Pour la plupart des commerçants. Je comprends que si tu as un commerçant qui vend des tanks à eau chaude, des congélateurs, puis des armoires normandes, ça se peut que tu t'aimerais ça qu'il y ait une voiture ou probablement un gros pick-up pour venir ramasser le truc. Mais on s'entend, c'est pas la plupart des commerçants dans nos villes qui vendent ce type de produits. Fait que je pense que c'est un peu la manière dont on devrait penser les pistes cyclables à l'avenir. On devrait être capable, je pense, d'avoir un discours qui est, en tout cas, j'espère qu'on serait capable éventuellement d'avoir un discours un peu plus rationnel là-dessus, à regarder les données, à savoir un peu à quoi est-ce qu'on peut s'attendre. Est-ce que ça va vraiment être un cataclysme? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas des autres pistes cyclables qui ont été développées ici à Montréal comme ailleurs? Puis être capable peut-être d'en parler avec les commerçants, tu sais, capable un peu d'avoir une discussion autour de ça qui est un peu plus rationnelle, puis un peu plus posée. On a tendance à faire des discussions spectaculaires, puis il y a des gens un peu comme tu le mentionnes, on n'est pas obligé de mentionner qui, mais il y a des gens qui détestent vraiment les vélos puis qui ramènent tout le temps ces mêmes arguments-là de ça va faire fermer les commerces, ça va faire on le sait là que on l'a vu là, on a des études là-dessus, on a des données, on le sait que ça va pas venir un cataclysme économique. Fait que ce serait le fun qu'on puisse avoir une discussion qui est un peu plus rationnelle autour de ça puis penser les prochaines pistes cyclables un peu de la même manière, tu sais. Avoir une discussion qui ramène un peu ces éléments-là de preuve, ces éléments-là scientifiques, d'analyse à l'avant-plan, puis être capable d'avoir une discussion qui est un peu plus rationnelle, tout simplement. Absolument, absolument. En tout cas, une discussion rationnelle, on en a eu une aujourd'hui avec Simon Lord. Je rappelle, c'est l'auteur de La petite histoire du vélo à Montréal. Un super bon livre. Merci Simon d'avoir d'être passé aux électrons libres. Dernière question pour toi. Je vois que c'est pas ton premier livre. J'ai vu que ça a été quoi ton autre livre précédent? L'autre livre précédent, ça s'appelait c'est sorti pendant la pandémie. Ça sur le travail. Réussir sa carrière sans s'éreinter. Un petit guide pratique et machiavélique pour connaître le succès au travail. Fait que le titre donne un peu le ton de l'ouvrage. C'est un ouvrage qui raconte comment avoir du succès au travail en utilisant des petits trucs un peu machiavéliques. Là, c'est une satire, évidemment. Là. Je veux que les gens commencent à amener des environnements toxiques dans leur travail. C'est un peu l'inverse pour eux. C'est un peu un outil d'autodéfense. Pour comprendre un peu quel genre de tactique déloyale des collègues, des patrons peuvent utiliser contre toi. Fait que c'est un peu ça l'idée du livre. Mais là, c'est sorti pendant la pandémie, fait que ça n'a pas eu comme l'effet escompté, mais c'est encore un livre qui me tient beaucoup à cœur, qui vient de situations vécues dans le monde du travail. Fait que c'est un peu l'autre livre que j'ai bien. À quoi on peut s'attendre comme prochain livre? Parce que, écoute, jamais 203, hein? Bonne question. J'ai un manuscrit qui traîne sur la finance personnelle. Donc, peut-être que ce sera le prochain. Nice. OK, ça touche au vélo parce que le vélo est le meilleur outil pour, on sait que les transports, c'est le deuxième poste de dépense pour la plupart des ménages après le logement. Ouais. Puis, un Ford F-150 versus un vélo, on sait lequel coûte beaucoup moins cher. Ouais. Puis, tu sais, si vous voulez sauver de l'argent, là, c'est entre le tiers et 50% des déplacements qui sont des trips qui sont faits à l'intérieur de quelque chose comme 5 km de notre domicile. Fait qu'il y a un potentiel énorme de transfert modal pour les déplacements qu'on fait tous en auto. Tu sais, les gens qui ont des autos et qui n'ont pas réfléchi à ça, ben c'est une manière facile de sauver beaucoup de sous parce que l'auto, là, un coup que tu as réussi à t'en affranchir, tu réalises que c'est une poste de dépense. Là,
Moi, j'ai eu à peu près 10 autos. Puis j'en vraiment pas, j'en ai eu plusieurs. Du VUS à la petite auto. Un gars de char? Ben, j'ai appris la mécanique à vélo avec mon père en apprenant la mécanique automobile. Parce que mon père m'a montré à faire la mécanique automobile. Mon père est super débrouillard. C'était quelqu'un de très manuel. Puis, tu sais, j'ai appris à faire la mécanique de char. Après, j'ai monté mes propres vélos. C'est bien drôle. Ouais. Fait que moi, ça a commencé comme ça. Mais c'est ça. Fait que j'ai eu des chars. J'avais de la facilité à gérer, mettons, les chars tout ça. Mais c'est ça, quand je me suis départi de mes véhicules, de mon véhicule, mais de dire de vivre avec un véhicule, ben oui, tu sais, je l'ai vu tout de suite, là, tu sais, comparement. Même si je fais ma propre mécanique, oui, ça me coûtait moins cher qu'à la plupart des gens, mais même ça coûte cher. Écoute, petit clin d'œil sur ton livre. Hier, j'étais dans un 5 à 7. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui un Anglais, un Britannique, que ça fait 10 ans qu'il est au Québec. OK. Puis il était fier de me dire qu'il apprenait le français. D'ailleurs, il a un très bon français pour quelqu'un que ça fait 10 ans qui est au Québec, qui est en anglais. Puis il m'a dit, tu sais c'est quoi mon premier livre que je viens de finir? Mon premier livre en français, c'était ce livre-là. Ben voyons. Mon Dieu, ça me fait une fleur assez incroyable. Fait que je trouvais ça assez incroyable. J'ai dit, tu sais quoi? Demain, j'interview l'auteur de ce livre-là. Puis t'es genre, je peux-tu venir? Puis tout ça. Puis t'es pas sérieux? Wow. Ouais. Écoute, ça me touche vraiment beaucoup là. Fait que, écoute, je trouve que pour moi, c'est une belle manière de terminer cet épisode-là. Ce livre-là, ça me ramène aux racines du Québec. C'est pas juste fait pour les gens qui habitent à Montréal, c'est fait pour tout le monde qui vit au Québec et même ailleurs. Lisez-le. C'est une manière aussi, il y a plein de clins d'œil à notre histoire et à notre culture québécoise. Moi, je m'en venais ici en écoutant du Dédé Fortin. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai adoré parce que j'ai vécu un peu mon enfance d'une autre manière, encore une fois. Merci Simon pour ton livre. Merci d'être venu. Merci Xavier, c'est vraiment super. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes à l'écoute semaine après semaine. Le mois de juillet, c'est un gros mois, donc attachez votre sucre ou votre casquette parce que c'est l'été et il fait chaud. Dans les prochaines semaines, il va y avoir encore beaucoup d'autres épisodes très pertinents. Si vous voulez en savoir plus sur Simon Lord, ben c'est pas compliqué. Vous pouvez vous rendre sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Bref, disponible un peu partout ce gars-là. Puis il gagne à être connu parce que ses livres, honnêtement, son livre est magnifique. Moi, j'ai adoré ma lecture de ce livre-là. Je recommande chaudement la lecture de ce livre-là. Honnêtement, si vous voulez en savoir plus sur l'identité québécoise, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du Québec avec le vélo, notre amour pour cet outil de locomotion, bien, je vous suggère fortement le livre de Simon Lord, Petite histoire du vélo à Montréal. C'est tellement le fun à lire, ça se lit tout seul. Sinon, eh bien, portez-vous bien, on se dit à la semaine prochaine et surtout, déplacez-vous librement. Ciao!